Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue dans cette édition de Journal. Un organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur vient d'être créé par le gouvernement. Il s'agit de l'instance qui se chargera de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés. La mise en place de l'instance a été actée ce mercredi en Conseil des ministres. Les détails avec le porte-parole du gouvernement qui évoque également les autres décisions issues du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin 2022, qui s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État, a débouché sur les décisions ci-après. Mise en place de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur. Rattaché à la présidence de la République, le dit organe a pour mission de faire respecter les normes prescrites en matière d'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, puis de garantir le respect de la déontologie et l'éthique dans l'exercice de la profession d'enseignant du supérieur. Par ailleurs, il veille à la qualité des enseignements, contribue à l'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux, et s'assure de l'actualisation des curricula, des techniques et méthodes d'enseignement et de formation par des missions d'expertise. Il soumet, selon une périodicité décennale, chaque enseignant à une évaluation pédagogique et en transmet le rapport au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au Conseil national de l'éducation. Ce rapport est pris en compte dans la promotion de l'enseignant. Enfin, cet organe supervise la conception, la gestion et le contrôle du fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Mise en place du comité de restructuration de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. L'objectif visé est d'atteindre des niveaux de prestations satisfaisants de cette société au profit des populations dans le cadre de l'accès universel à l'eau potable. À cet effet, le gouvernement avait décidé de sa restructuration en deux entités, à savoir l'une en charge du patrimoine et l'autre de l'exploitation, de la maintenance et de la fourniture des services d'eau potable en milieu urbain. Les attentes du gouvernement n'étant pas encore comblées, il convient d'accélérer le processus de manière à moderniser la gestion de la dite société au plan technique, opérationnel et financier, au titre des communications. Réalisation des travaux d'électrification des arrondissements de Gambier 1 et Gambier 2 dans la commune de Soava. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Réinventer la cité lacustre de Gambier, au titre duquel le gouvernement a entrepris la construction d'infrastructures socio-communautaires pour l'amélioration des conditions de vie des populations résidentes. Il s'agit notamment d'habitats lacustres, de l'alimentation en eau potable et de la connectivité en énergie électrique. Le volet électrification de ces deux arrondissements permettra d'impacter 2856 habitats, y compris ceux à ériger au titre du projet. L'historienne spécialiste de l'Afrique, Catherine Kokeri-Vidrovitch-Tobena, l'auteur de l'ouvrage Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine, est à Cotonou pour prendre part au colloque Kizerbo organisé conjointement par l'Institut français et l'Université d'Abomey-Calavi. En prélude au démarrage des travaux de ce colloque, l'historienne a animé une rencontre avec le public et c'était hier à l'Institut français de Cotonou. Nafissa Tassani. C'est son dernier ouvrage, Le choix de l'Afrique, les combats d'une pionnière de l'histoire africaine, paru aux éditions La Découverte, qui a été décortiqué à cette rencontre. Catherine Kokeri-Vidrovitch a partagé avec le public son parcours, ses visions contemporaines ainsi que les raisons qui l'ont motivée à écrire sur l'Afrique. J'ai connu une enfance clandestine difficile dans la France occupée, qui m'a fait découvrir qu'étant considérée comme une petite juive, j'étais clandestine et considérée comme étrangère dans mon propre pays. Donc, d'une certaine façon, j'ai compris d'instinct ce que c'était qu'être étranger dans son pays, y compris quand on est colonisé. C'est le même genre de phénomène.
Et puis j'étais toujours très sensibilisée par toutes les formes de racisme. Et je pense que le savoir est l'arme la plus puissante pour lutter contre les ignorances qui sont la cause des racismes. Les gens qui sont racistes sont des gens qui ont peur de l'autre parce qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est quelque chose de très partagé dans le monde. Et que la seule solution, c'est d'enseigner, et en particulier dans mon pays, la France, on enseigne très peu l'histoire africaine. Et je pense que c'est un double défaut, d'une part parce qu'il faut toujours enseigner l'histoire des autres pour comprendre sa propre histoire, et d'autre part parce que l'histoire de l'Afrique a joué un très grand rôle dans l'histoire du monde depuis les origines, et évidemment l'Afrique francophone a joué un très grand rôle pour l'histoire française aussi. La rencontre animée par le professeur Berlamin Kodo vient en amont au colloque Kizerbo qui a démarré ce mercredi à l'université d'Abomey-Calavi. Étant l'une des personnalités marquantes de ce colloque, Catherine nous parle du célèbre historien Joseph Kizerbo. C'est très important Kizerbo. Kizerbo, c'est le premier très grand Africain historien francophone. Il a publié en 1972, ça fait 10 ans qu'il travaillait, c'est-à-dire depuis l'indépendance. D'abord, c'est le premier agrégé d'histoire francophone. Et il a consacré sa vie, la première partie de sa vie, à écrire cette histoire de l'Afrique, une histoire d'ensemble de l'Afrique. Je crois même à l'époque, comme tout le monde le disait, il disait Afrique noire comme tout le monde, avec une conscience, avec un souci d'explorer tous les pays d'Afrique et d'aller chercher des documents et de la documentation dans un nombre incalculable de pays, d'États, d'archives anglophones, lusophones, francophones. Et je pense que c'est très important de rappeler aujourd'hui que son livre est un très grand livre, encore aujourd'hui. Alors évidemment, il faut le compléter avec ce qui s'est fait depuis, mais ça reste quelque chose de très important. C'était un grand historien. Rappelons que le colloque Kizerbo, organisé en partenariat entre l'université d'Abomey-Calavi et l'Institut français du Bénin, réunit depuis ce mercredi matin plus de 20 personnalités du monde universitaire. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2022 ont pris fin tout à l'heure même pour les candidats de certaines séries. Il s'agit de l'examen phare du système éducatif qui fait pleurer beaucoup plus les candidats qui échouent justement. D'autres dépriment complètement avec des intentions suicidaires pour maximiser les chances de leurs enfants. Des parents sollicitent même l'aide des tradithérapeutes. Qu'est-ce qui peut expliquer cette fixation sur cet examen? Le baccalauréat est-il un examen mythique? En tout cas, suivez cet élément que nous propose Mathieu Boko et bonne aventure à l'oignon. Youssouf est candidat à l'examen du baccalauréat session de juin 2022. Il a un rêve, décrocher son diplôme avec succès. C'est un diplôme que je dois avoir pour poursuivre mes études dans les filets que je veux entreprendre. À nos jours, c'est vraiment fondamental, très important même. À notre génération, le diplôme importe vraiment beaucoup. Tout comme lui, Marlène ambitionne aussi relever ce défi. Si je prends ça, je peux partir à l'université pour aller dans les entreprises, pour travailler. Selon moi, c'est nécessaire. Ils sont des milliers de candidats chaque année à prendre part à cet examen. Aujourd'hui, avoir son bac est comme un rituel, synonyme de passage dans le monde adulte. Jeanne tente pour la deuxième fois sa chance. Elle se rappelle, comme si c'était hier, de son échec. C'est pas la joie, hein. C'est pas la joie. Parce que la première fois, tu te dis, bon, on ne sait pas qu'on va échouer, on ne sait pas. Mais tu te donnes, mais bon, tu te rends compte que c'est juste une petite partie qui te manquait et puis tu échoues. Donc la seconde fois, on se donne, mais on se dit est-ce que ça va aller, est-ce qu'on se pose tant de questions. Mais par la grâce de Dieu, ça ira. Un coup dur pour Jeanne qui a failli de justesse abandonner les études. J'ai pensé à beaucoup de choses, hein. J'avais même refusé de continuer. Donc ils m'ont encouragé à continuer
Parce que moi, j'ai réalisé que sans le bac, vraiment, je ne vais pas me sentir à l'aise, quoi. Parce que j'ai déjà franchi des étapes et puis venir là maintenant et abandonner, non. Donc j'ai décidé de continuer. Elle décide donc de continuer en tentant pour la deuxième fois sa chance. Elle reste convaincue, comme beaucoup d'autres candidats rencontrés, que le baccalauréat appelé simplement bac est un diplôme phare du système éducatif, au point que parents, proches s'y impliquent, quel que soit le prix à payer. C'est après le bac que tout le monde, tu sauras ce que tu veux faire dans ta vie, ça va t'orienter vers là où tu veux. Donc, raison pour laquelle tout le monde court aujourd'hui derrière le bac. Si j'ai pas ça, oh là là, si j'ai pas ça, oh là là. Donc, on nous sollicite pour la protection, non pas pour faire de la magie. Et les protections n'empêchent pas les élèves de ne pas apprendre leurs leçons. Il faudrait qu'ils apprennent leurs leçons pour pouvoir réussir, parce qu'il n'y a pas de la magie dans la protection. On a des trucs qu'on appelle aide-mémoire. Je vous donne l'exemple des aides-mémoire qu'on fait aux enfants, aux élèves. Mais quand tu n'as rien appris et le mémoire est vide, ça va aider le mémoire comment? On dit aide-mémoire. Donc il faudrait qu'il y ait quelque chose dans le mémoire d'abord, avant que ce qu'on te fait aide ton mémoire à rappeler ce que tu as appris, à rappeler ce que on t'a enseigné. C'est ça. En effet, la principale particularité du baccalauréat est qu'il sanctionne la fin des études dites secondaires et qu'il ouvre aux candidats l'accès aux différentes filières de l'enseignement supérieur. L'obtenir est donc un privilège, parfois une question de vie ou de mort, mais une question: à quoi sert le bac réellement au-delà de l'accès aux différentes filières de l'enseignement supérieur? Le bac, c'est un diplôme, c'est vrai, qui permet l'ouverture vers l'université, vers d'autres chemins. Mais sans le bac, on peut aussi faire beaucoup de choses et réussir sa vie. Et donc, je conseille à ces apprenants-là que l'échec, on dit souvent, celui qui n'échoue pas, ne peut pas, et qui se relève là, c'est lui qui réussit mieux. Et donc, l'échec, c'est une expérience qui doit donner un déclic dans la tête de l'apprenant pour qu'il puisse comprendre que la vie là ne se limite pas seulement à l'obtention du bac, mais la vie là, c'est toute une étape. Et même ceux qui ont le bac doivent traverser donc ces étapes-là pour pouvoir réellement réussir leur vie. Pour renchérir, ce formateur chef d'entreprise marque-t-elle que ce qui est fondamental est l'après-bac. La voie, c'est une très bonne chose. Ça vous permet d'asseoir tout le reste du système. Tu as le bac, tu peux devenir bon couturier. Tu as le bac, tu peux devenir bon soudeur. Tu as le bac, tu peux devenir bon technicien audiovisuel. Tu as le bac, tu peux devenir un grand journaliste. Tu peux. Avec le bac, c'est une très bonne fondation pour aller le plus loin possible. Et même si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Mon cher frère, si tu n'as pas le bac, ce n'est pas grave. Tu peux réussir dans ta vie. Et dans la vie, il n'y a même pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Et aujourd'hui, nous avons la chance qu'il y a des métiers qui foisonnent l'horizon. Toutes sortes de métiers qui puissent permettre à un homme de s'insérer dans la vie, de vivre sa vie pour ne pas finir mendiant. Voilà, nous souhaitons la réussite quand même à tous ces candidats qui ont planché pour le compte de cet examen du baccalauréat et à tous les autres candidats également. Autre volet dans ce journal, le président du Conseil national du patronat du Bénin, élu le 25 mai dernier, a officiellement été installé dans ses fonctions. Eustache Kotigan a prêté serment à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu ce 21 juin 2022 à Cotonou en présence des membres du gouvernement et des représentants de plusieurs associations patronales de la sous-région. Modeste Dossou-Togbe et Pedro nous font le point de cette rencontre. Élu le 25 mai dernier, conformément aux dispositions des nouveaux textes régissant l'organisation patronale,
Le président du Conseil national du patronat du Bénin a officiellement été investi dans ses fonctions. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a réuni des patronats des pays voisins tels que la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, la FOPAO, et l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC. Dans sa prestation de serment, le président du CNP Bénin a décliné les défis que son bureau et lui entendent relever durant les 5 prochaines années. Premièrement, un secteur privé organisé autour d'un développement durable. Ma deuxième priorité est d'imaginer et d'appliquer la conversion du dialogue social en dialogue économique et social. Et ma troisième priorité consiste à renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique et social de notre pays. Il s'agira de contribuer avec la présence du secteur privé à toutes les étapes des réformes et des tests législatifs et réglementaires en vue de maintenir l'amélioration de l'environnement des affaires au Bénin. La FOPAO et l'UNOC, présentes à cette cérémonie, ont par la voix de leurs représentants respectifs félicité le gouvernement béninois pour l'intérêt qu'il accorde au secteur privé. C'est un grand honneur pour moi de me trouver parmi vous aujourd'hui pour participer à la cérémonie officielle d'installation du président du CNP Bénin et de son comité exécutif. Monsieur le ministre, vous voudrez bien transmettre notre déférente gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toute l'attention qu'il accorde au secteur privé du Bénin. Il revient aux élites intellectuelles de former non pas des têtes pleines, mais des têtes bien faites, en l'occurrence des ressources humaines conscientes de leur mission historique, à savoir faire de chaque pays africain une nation industrialisée, en somme une puissance économique. Le gouvernement, qui compte sur le secteur privé national pour la mise en œuvre de son PAG2, a saisi l'occasion pour réitérer son engagement à soutenir l'association patronale. Une réélection à l'unanimité revêt 2 messages clairs à mes yeux. Le premier est celui de la reconnaissance par vos pairs du travail déjà fait et bien accompli. Et le deuxième, qui a trait au caractère unanime de votre élection, tient au fait que la vision que vous portez pour le patronat fait consensus parmi les chefs d'entreprise. Je voudrais à travers vous adresser à l'ensemble du secteur privé 3 messages. Message 1, le soutien indéfectible du gouvernement au secteur privé. Le deuxième message, nous vous voulons à nos côtés comme une force de proposition. Le dernier message, nous voulons voir le secteur privé national participer activement au programme d'action du gouvernement. Créée en 1984, l'Organisation nationale des employeurs du Bénin, devenue Conseil national du patronat du Bénin, contribue aujourd'hui aux recettes de l'État béninois à plus de 350 milliards de francs CFA. Elle a pour vision de faire du patronat béninois un instrument de dialogue, de mobilisation des opérateurs économiques et des défenses de leurs intérêts en vue de promouvoir une économie nationale prospère et compétitive. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, a reçu en audience ce mardi 21 juin 2022 le président de l'Union internationale des huissiers de justice, Mark Smith, est au Bénin dans le cadre des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice qui s'ouvrent justement ce jeudi 23 juin à Cotonou. La visite de Mark Smith avait pour but d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur le contenu du thème qui va réunir jeudi prochain les huissiers d'Afrique et d'Europe, l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation. C'est sous ce sceau qu'est placé les assises. Le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires est donc allé discuter entre autres de l'avenir de la profession à l'ère de la digitalisation et par là même prendre les conseils du président Djogbenou pour la redéfinition de cette profession. À sa sortie d'audience, le président de l'UIHJ s'est dit satisfait des échanges qu'il a eus avec le président de la Cour constitutionnelle. L'Union internationale des huissiers de justice est très contente du soutien que nous avons obtenu de Monsieur le Président pour l'organisation des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin est une organisation membre de notre Union internationale depuis 1997 maintenant. Et je suis particulièrement content que notre événement ait lieu ici à Cotonou en 2022. Selon Marc Schmitt, le thème retenu pour cette 6e rencontre a retenu l'attention du président de la Cour. Monsieur le Président partage tout à fait l'avis de l'Union internationale quand il s'agit de la digitalisation de la justice et quand il s'agit de la digitalisation des procédures d'exécution, qui est d'ailleurs donc le thème de notre congrès qui a lieu ici à Cotonou. Il faut évidemment garder et respecter l'aspect humain de l'huissier de justice qui joue un rôle capital dans le cadre de l'exécution des décisions de justice, parce que c'est justement par cet aspect humain que nous pouvons garder le contact avec le justiciable. Et je tiens à remercier beaucoup Monsieur le Président pour son soutien. Rappelons que cette audience a eu lieu en présence du président du bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin, Maître Charles Corvi. À travers un arrêté interministériel en date du 17 juin dernier, le gouvernement a plafonné de nouveau le prix de cession du ciment aux consommateurs et dans les départements de l'Atlantique et du littoral. La tonne doit être cédée à 75 000 francs CFA, 77 000 et 114 000 dans le Mono et l'Ouémé. Ces nouveaux prix sont-ils réellement respectés par les distributeurs? Voici le constat de la rédaction. Afin de soulager les peines des Béninois, le gouvernement a, depuis le 17 juin 2022, procédé à la fixation du prix de la tonne de ciment par département. Dans l'Atlantique, par exemple, la tonne est fixée à 75 000 francs CFA. La décision est respectée ici à la lettre dans ce point de vente, un constat qui réjouit à plus d'un titre ses clients rencontrés. Bon, je suis venu acheter un paquet de ciment. Avant, ça se vendait à 4 000, même à PK10, c'est à 4 000. Mais ici, je suis venu, c'est à 3 850. Je vois que le prix a un peu baissé. Bon, j'ai apprécié. Je vois qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, mais ils sont au-dessous. Le ton, j'ai demandé, ils ont dit c'est à 75 000 francs. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. 75 000, on est d'accord. Si ça peut venir encore un peu plus moins qu'avant, parce qu'avant, c'était 72 000, 70 000. Bon, ailleurs, c'est à 80 000. Le tonne. Il y a des magasins, ils augmentent le prix, alors que le gouvernement a interdit ça. Et je vois qu'ici, eux, ils respectent la loi. Si la décision est respectée dans ce dépôt de ciment, c'est dans l'optique de réduire les peines et tracasseries des consommateurs, affirme ce gérant. Depuis que la décision a été prise, nous sommes conformément à la logique. Notre ciment se vend à 3 750 le paquet. Tout la tonne est à 75 000. On doit respecter le prix du gouvernement. Si le gouvernement fixe et qu'on est hors taxe, on risque d'être pénalisé. Ceux qui abusent seront pénalisés et leurs dépôts seront fermés. Un peu plus loin, ailleurs dans ce dépôt, les clients semblent ne pas être satisfaits. La seule raison évoquée, le coût de la tonne qui est au-dessus du prix fixé. 70 000 euros, à moi, et que c'est vraiment wa fille quoi de dormir de dire host de et 3550 wa host do il ne s'activement les bases de dépôt mais les dormir dire à host do ko ouais si ma fille de toi dire 90 000 francs il a cosima bon donc comment ne host do 90 000 francs mais le cas j'ai fait mais 75 000 francs pour 90 000 francs. Du côté des distributeurs, il leur sera difficile de se conformer aux nouvelles fixations du gouvernement, disent-ils, et pour cause. Nous, on a appris que le gouvernement a dit de vendre le ciment à 75 000. Mais ceux qui nous fournissent doivent d'abord diminuer le prix pour que nous puissions aussi vendre à 75 000 et gagner quelque chose. Nous sommes ici pour vendre. Mais si on nous vend, on prend déjà la marchandise à plus de 75 000, on ne peut jamais le vendre à 75 000. Il y a du ciment ici par exemple, on a pris, ça fait déjà plus de 2 semaines. Mais après la décision du gouvernement, les clients veulent payer le ciment forcément à 75 000. Mais nous, on n'a pas pris ce stock à 75 000. On n'a pas pris ça à moins de 75 000. Il est à noter que le prix de sortie d'usine du ciment n'a pas fait objet d'augmentation. Les distributeurs et producteurs opérant dans ce domaine sont donc invités à se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur, sans quoi ils subiront les rigueurs de la loi.
Merci madame, monsieur d'avoir suivi cette édition de journal. Suivez-nous également sur les différentes plateformes digitales. Notre site internet, le www.etelebenin.com, sur Facebook, ETélé en direct. Suivez-nous sur le compte Twitter ETélé sur YouTube avec l'identifiant ETélé Bénin. Suivez-nous également en direct via l'application iOS et Android ETélé Bénin. Tout simplement, ETélé, nous sommes avec vous pour vous.